Bonjour et bienvenue à ce premier midi interaction de l'automne 2016. Je vous remercie de votre présence. Tout d'abord, je vais vous ennuyer avec quelques détails pratiques. Vous trouverez à l'extérieur une table avec le café, le thé, de l'eau. Alors, gênez-vous pas, c'est pour vous. Nous vous demandons aussi, nous vous avons demandé quand vous êtes entrés de remplir la feuille de présence qui est à l'avant, donc. Ensuite, si vous souhaitez avoir une attestation de formation émise par la direction des ressources humaines, venez me voir à la fin de la présentation, puis je pourrai vous la remplir pour vous. Mais de toute façon, j'envoie la liste de présence aussi aux ressources humaines. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous recevons un de nos chercheurs qui va nous parler des entreprises d'économie sociale en aide domestique et ce qui se passe avec dans ce milieu-là actuellement avec la transformation du système. Donc, je vous présente tout d'abord Monsieur François Aubry, qui est professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Il détient un doctorat en gérontologie de l'Université de Sherbrooke et un doctorat en sociologie de l'Université de Franche-Comté en France. Ses intérêts de recherche sont la sociologie du travail, la sociologie des professions et de la compétence professionnelle. Et puis, les problématiques de gestion des métiers de la santé, notamment les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les médecins de famille, lui tiennent à cœur. Il était accompagné de Madame Frédérique Bergeron-Vachon, qui est assistante de recherche et détentrice d'une maîtrise en travail social de l'UQAM, et notre commentatrice, Madame Myriam Gara. Elle est gestionnaire dans le réseau de la santé depuis 26 ans. Sa formation de base est en psychosociologie de la communication de l'UQAM, en plus d'un MBA pour cadre en exercice de l'Université de Sherbrooke. L'essentiel de la carrière de Mme Garand, c'est de dérouler en première ligne, soutien à domicile, services généraux, hébergement, avec une courte incursion dans le milieu hospitalier. Elle est actuellement répondante proche aidant pour le CIUS et membre du conseil d'administration de l'entreprise d'économie sociale Remis Ménage. Donc, nous attendrons d'abord François et Mme Garand va réagir en faisant le lien avec ce qui se passe à l'intérieur de notre établissement et vous pourrez poser vos questions et commenter par la suite. Alors, François, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bien. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour cette présentation. Je suis très heureux d'être là, dans cette salle que je ne connaissais pas avant, qui est très belle. Je présente donc cette communication avec donc Frédérique Bergeron-Vachon, qui a réalisé beaucoup du travail donc qui sera communiqué aujourd'hui sur un sujet donc bien particulier, qui est la situation actuelle des entreprises d'économie sociale en aide domestique et les conséquences de cette situation sur les services aux aînés et puis sur la situation des préposés d'aide à domicile qui travaillent effectivement donc dans les ESSAD. Alors, bon, pourquoi une communication sur les ESSAD? Bon, on pourrait déjà mentionner le fait que, on le sait, hein, le réseau est en transformation, réseau de la santé des services sociaux, et puis on sait très bien, je pense pas me tromper en disant que le centre Interaction, hein, dans lequel qui est implanté dans le sud du nord de l'île de Montréal, a pour intérêt de réfléchir au réseau, à la transformation des réseaux de services, en partie au moins, et on a été assez captivé avec Frédéric sur la situation des ESSAD actuellement, situation préoccupante, et on avait donc de l'intérêt à travailler et à étudier ce qui se passe dans ces ESSAD du point de vue de la coordination et du partenariat, si on veut, dans le réseau entre les ESSAD et les CIS et CIUS, mais aussi au niveau de la situation des préposés d'aide à domicile. Alors c'est ces deux sujets-là qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui, à travers deux études. Une première, qui n'est pas une étude véritablement scientifique, mais qui était une étude plus de recherche d'informations en vue de développer un projet par après, sur les rapports entre les ESSAD 6 et SUS, consécutivement à la loi 10 sur la modification à l'organisation des services du réseau de la santé.
et une deuxième liée, en fait, d'une certaine manière, sur le fait de rester ou non en emploi quand on est une préposée d'aide à domicile dans les ESSAD. Alors, c'est ces deux sujets-là dont on aimerait parler aujourd'hui, et puis voir quels sont finalement les enjeux de cette transformation-là sur les préposés, sur les services qui sont donnés aux aînés, et sur la transformation, en règle générale, du réseau de la santé et des services sociaux. Bon. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu, ou peu, les entreprises d'économie sociale, on sait qu'elles sont évidemment nombreuses au Québec. Elles ont comme base historique le sommet socio-économique de 1996, qui a permis le développement du chantier sur l'économie sociale, consécutivement à la marche notamment des femmes, du pain et des roses de 1995. Alors c'était un historique d'une vingtaine d'années environ, qui a permis la construction et le développement des entreprises d'économie sociale, et notamment des entreprises d'économie sociale en aide domestique. Alors, on pourrait présenter les ESSAD comme étant ce qu'on pourrait mentionner du tiers secteur, même si beaucoup considèrent que c'est du privé-privé, mais pour commencer, débuter la présentation, on va dire que c'est du tiers secteur, c'est-à-dire des entreprises qui ont une mission sociale et des entreprises à but non lucratif. Quand on regarde la définition des ESSAD par une des fédérations qui existent et qui représentent les ESSAD au niveau du ministère, l'idée c'est qu'une ESSAD est une initiative locale dont la mission première est de produire des services à domicile qui répondent aux besoins de ses membres, des citoyens, et par extension aux bénéfices de la collectivité à laquelle elle appartient. Alors on voit qu'on a une identité encore actuelle, très sociale, relativement à cette notion de localité. Il faut rendre des services dans un territoire local, et dans l'idée que ça doit bénéficier à l'ensemble d'une collectivité, elle aussi locale ou territoriale, tout au moins. Les ESSAD, comme je le montre dans l'organigramme, on va dire, formel du ministère, font partie du réseau territorial de services. On le voit, entreprises d'économie sociale, et puis là, donc les ESSAD. Travaillent dans les ESSAD des gestionnaires, évidemment, mais aussi, bien sûr, prioritairement des préposés d'aide à domicile qui vont donner des services auprès de la population, pas que aînés, mais quand même, du fait du vieillissement de la population, principalement aînés, et notamment des services d'AVD, donc activité de la vie domestique, c'est-à-dire l'aide au repassage par exemple, ou alors à préparation des repas, AVQ, ce qu'on appelle maintenant, du fait de la transformation, de la nomination par le ministère, les services d'assistance personnelle. Donc là, c'est plutôt l'aide à l'hygiène, corporelle, on pourrait dire. Et puis, éventuellement, d'autres services, comme par exemple le répit pour les proches aidants. Alors, ces services-là sont variables d'une organisation à une autre, sont pas toujours les mêmes, pas toujours identiques, mais quoi qu'il en soit, l'AVD est quand même une base, et puis, de plus en plus, nous arrive la logique d'AVQ. Les ESSAD, au départ, ont comme mission de créer des emplois durables, pas seulement des postes d'insertion, mais des emplois durables et des emplois de qualité auprès d'une population qui était reconnue dans les années 90 comme préoccupante dans leur situation sociale, notamment beaucoup les femmes qui étaient sur la prestation d'aide sociale. Il fallait trouver une solution, et les ESSAD avaient comme mission, comme mandat, si on veut, de créer des emplois durables, de qualité, et faire en sorte de lutter aussi contre le travail au noir. Alors, c'était ça les principaux objectifs des ESSAD. Et entre 2003 et 2009, il y a eu différentes recherches, en fait deux principales, qui ont été menées, notamment par Christian Jeté et puis Yves Vaillancourt, pour savoir quelle est la réalité des ESSAD, est-ce que la mission des ESSAD est toujours respectée. Ils mentionnaient dans ces deux années-là, donc quelques années après le développement des ESSAD, qu'il y avait encore des salaires trop faibles pour les personnes qui travaillaient dans les ESSAD, que majoritairement ce sont des femmes qui y travaillent, donc des préposées femmes, qui sont directement touchées par ce salaire notamment trop faible, et qu'il fallait faire en sorte de continuer à travailler pour sortir ces personnes-là de la précarité. Il fallait revaloriser le métier relationnel qu'est celui de préposé, parce qu'il y en avait un enjeu de reconnaissance dans les ESSAD qui était très clair, et rendre les ESSAD davantage démocratiques et qualitatifs.
qualifiante. C'était un petit peu aussi l'origine des ESSAD, de faire en sorte de donner une capacité de formation, de reconnaissance, de valorisation sociale à des personnes, souvent sur la prestation d'aide sociale. Alors c'était un peu ça le constat, et on s'est dit que d'une certaine manière, ce serait intéressant aujourd'hui de voir ce qu'il en est, pour plusieurs raisons. Pour raisons scientifiques, il y a peu de travaux actuellement sur cette question des ESSAD. La plupart des travaux ont eu lieu autour des années 2000, maintenant moins. Alors que, du fait de la transformation du réseau de la santé, il y a un intérêt, selon nous, à essayer de savoir qu'est-ce qui reste des ESSAD et notamment de sa mission sociale. Il y a aussi l'idée socialement que le réseau de services est en train de se transformer, le réseau de services envers les aînés. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore de cette mission sociale des ESSAD, notamment pour l'intégration donc de ces personnes dans une situation sociale préoccupante, qui peut-être travaillent au noir, etc., etc. Juste entre parenthèses, hier ou avant-hier, le réseau des ESSAD a envoyé un communiqué de presse mentionnant qu'ils étaient à la recherche de préposés d'aide à domicile dans les ESSAD, et était inscrit en gras que cet appel touchait directement et prioritairement les préposés qui font le travail au noir, c'est-à-dire qui font des AVD principalement, peut-être même des AVQ au noir, et que c'est ce personnel-là qui était visé pour être recruté en tant que préposé. Donc on voit qu'il y a encore les mêmes enjeux sociaux qu'il y a 20 ans relativement aux ESSAD. Alors, du fait de la transformation du réseau, des questions se posent. Le secteur public, on le sait, tend à se transformer, ou en tout cas à devenir, à avoir, un mandat bien particulier. Il est toujours donateur de services. Les auxiliaires en santé, services sociaux donnent toujours des services à domicile, mais le nombre d'ASSS n'augmente pas nécessairement, au moins en proportion. Et le secteur public tend à devenir un coordonnateur de services auprès d'entreprises privées, que peuvent être les agences privées et les ESSAD. Le marché des AVQ, lui, est pourtant en plein développement du fait du vieillissement de la population. Il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'avoir une assistance à domicile, inévitablement. Et dans ce cadre-là, donc, il faut avoir des services qui doivent être donnés. Il y a donc une ouverture de marché qui se fait, marché AVQ, à des agences privées, mais aussi à des ESSAD, et on se rend compte d'une certaine manière que est mis sur la même ligne les ESSAD et les agences privées, ce qui pose un certain nombre de questions, vu qu'on sait que les ESSAD, a priori, n'ont pas la même mission, en fait, ont une mission sociale, on va dire majoritaire ou en plus que les agences privées. Donc, on se rend compte, en tout cas, on veut essayer d'étudier la transformation du mandat du tiers secteur que sont les ESSAD. Ce qu'on a fait pour ça, on a étudié donc les relations entre les SIS et les SUS et les ESSAD, en faisant tout d'abord une courte recension de littérature, on n'en parlera pas beaucoup, mais quand même. On est allé chercher après des informations issues d'un colloque auquel nous on a participé, tout récent, sur la collaboration entre les ESSAD, SIS et SUS, pour voir quel était le ton du ministère, parce que c'était organisé par le ministère, sur cette collaboration-là. Et on a réalisé quelques entrevues, un peu dans la forme d'un projet exploratoire, 3 entrevues avec des responsables d'ESSAD, Montréal et Lanaudière, une informatrice de l'INES, l'INES qui est dans ce cadre-là un petit peu une sorte de point d'ancrage pour le ministère dans la collaboration qui doit se faire entre les ESSAD, SIS et SUS. Et puis 3 informatrices de la direction SAPA, donc soutien à l'autonomie des personnes âgées, de 3 SIUS différents et pas seulement à Montréal. Premier point. Et puis deuxième point, on a lié ça, les résultats de la première partie, avec un projet en cours sur le maintien en emploi des préposés. Qu'est-ce qui fait en sorte que des préposés en ESSAD veuillent rester en emploi? Et on a réalisé 20 entrevues avec des préposés d'aide à domicile pour savoir un peu c'est quoi leur point de vue. On est allé en Outaouais, en Estrie, dans les Laurentides et à Montréal pour cela. Alors, pour la première partie du projet, évidemment, on le sait, du fait de la loi 10, il y a eu une transformation des C3S en 6 SUS, qui n'a pas causé, mais qui est en lien quand même avec l'idée que les services d'auxiliaires en santé, services sociaux, sont limités, sont dédiés aux AVQ par le 6 et le SUS. Ça veut dire qu'une certaine manière, le ministère ne met pas davantage d'argent pas un nombre suffisamment peut-être d'argent pour pouvoir donner un nombre considérable de services à la population vieillissante à domicile. Et donc, il va y avoir une dotation de contrats AVQ aux partenaires, il faudrait savoir ce qu'on appelle partenaires, mais c'est ça, du réseau territorial de services que sont les ESSAD et les agences privées qui deviennent, d'une certaine manière, des sous-traitants du ministère à ce niveau-là.
On s'est rendu compte aussi, à travers notamment le colloque qu'on a suivi donc il y a quelques semaines, qu'il y avait une pression du ministère pour que les ESSAD fassent des AVQ, donc des activités de la vie quotidienne, forment leur personnel, parce que on s'est rendu compte qu'elles veulent faire en sorte que les ESSAD et les agences privées se retrouvent sur une même ligne et que les ESSAD ne fassent pas que des AVD, mais aussi des AVQ pour répondre à la demande. Bon, on a vu et on s'est rendu compte aussi à travers nos entrevues qu'il y a une centralisation, uniformisation des règles par le ministère et les CIS évidemment sur les indicateurs et les critères de sélection des prestataires. En clair, qui va être choisi pour donner des AVQ, si ce n'est pas donc le CIS ou le SUS, il va y avoir des indicateurs, des critères pour sélectionner qui va le donner. Est-ce que c'est des agences privées ou est-ce que c'est des ESSAD? Et puis les critères de sélection sont imposés par le ministère. Les C3S, les CIS et SUS sont dans l'obligation de le mettre en application. Et donc dans ce cadre-là, on se rend bien compte que il y a un enjeu dans cette concurrence-là entre ESSAD et agences privées. C'est ce qui a donné d'ailleurs lieu à tout un débat quand il y a quelques semaines à Laval, sur le territoire de Laval. C'est une agence privée qui a reçu le contrat d'AVQ, alors que le partenaire historique du territoire était quand même l'ESSAD. Bon. Les montants des prestations AVQ aussi sont quand même largement, peut-être pas dictés, mais régulés par le ministère. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et on s'est rendu compte aussi que on parle beaucoup de qualité des services auprès de la population aînée à domicile, mais qu'il reste un flou sur ce qu'est cette qualité-là. Mis à part la formation du personnel, il n'y a pas d'indicateur qui prouve c'est quoi la qualité des services auprès des personnes aînées, et ça reste toujours quelque chose de flou. Bon. On a remarqué aussi que du fait de la transformation du réseau, il y a des changements d'interlocuteurs inévitables entre les ESSAD et CIS et SUS. Il y a une perte d'expertise qui pouvait y avoir avant dans les C3S, perte d'expérience commune. Donc il y avait des collaborations assez net, assez clair entre des ESSAD et des C3S auparavant. Vu qu'il y a un changement d'interlocuteur, il peut y avoir cette perte d'expertise. Si les personnes ressources sont restées les mêmes qu'auparavant, c'est-à-dire si c'est toujours les mêmes qui sont responsables de la collaboration entre les ESSAD et la direction SAPA, on va le dire comme ça, il peut y avoir le sentiment pour ces personnes d'avoir les mains liées par rapport à la situation avant. Elles n'ont plus la possibilité de mettre de l'avant la mission sociale des ESSAD ou alors la priorité locale, territoriale qui est donnée aux ESSAD, et ça c'est un enjeu majeur. Enfin, on le sait, il y a aussi une lourdeur dans les mécanismes de communication, qui est, je pense, le cas dans toutes les directions en CIS et en SUS, pas seulement la direction SAPA, ou pas seulement que pour les ESSAD, mais une difficulté à trouver qui sera la bonne personne à qui parler pour la gestion des ententes de service. Donc ça, c'est quelques résultats qui nous viennent de nos entrevues. Quand on se tourne du côté des directions SAPA, on s'est rendu compte que la plupart des directions, enfin des gestionnaires directrices SAPA ont déjà de l'expérience d'auparavant dans ces 3S et donc ont la volonté de maintenir un lien avec les ESSAD parce qu'elles ont le sentiment que c'est un bon collaborateur dans le territoire. Mais elles aussi disent avoir les mains liées, ne pas avoir la possibilité d'appuyer la candidature des ESSAD. Donc il y a toujours une tension entre la volonté politique, le souhait des gestionnaires de favoriser le partenariat avec les ESSAD, ou de garder le lien, et la logique d'optimisation des services, c'est-à-dire accepter celui qui va demander le moins d'argent pour les activités AVQ, inévitablement. Et même là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'une directrice nous mentionne, je l'ai encore en tête, qui nous disait, si je choisis l'ESSAD, mais que au profit d'une agence privée, si je priorise l'ESSAD par rapport à une agence privée, et que l'ESSAD a un grand écart financier par rapport à l'agence privée, c'est certain que la direction des finances va dire non, c'est pas possible. Alors même la direction SAPA n'a pas la possibilité beaucoup de mettre de l'avant le choix qui est fait de favoriser l'ESSAD au profit de l'agence privée. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de latitude finalement peut-être aussi pour les régions que pour Montréal, pour une raison bien simple, c'est qu'à Montréal, il y a une concentration d'agences privées, davantage que dans d'autres régions, et que donc on sentait beaucoup plus de blocage au niveau de Montréal qu'ailleurs. Par contre, on s'est rendu compte aussi que des gestionnaires nous ont mentionné l'idée qu'elles pouvaient utiliser certaines stratégies très limitées pour mettre de l'avant la candidature des ESSAD au profit des agences privées qui vont, elles, plutôt descendre évidemment leurs coûts. Et par exemple, se baser sur le flou autour de la notion de qualité et d'expertise. Un des indicateurs de sélection
de l'organisme qui va donner les AVQ, c'est autour de l'idée que que celle qui doit être sélectionnée doit faire preuve de qualité et d'expertise. Quand on a des agences privées qui travaillent depuis longtemps dans un territoire et qui ont déjà fait preuve de leur qualité, si on veut, ou de leur expertise, c'est difficile à pouvoir négocier autour de ces indicateurs-là. Mais dans certains territoires où les agences privées sont peu développées, à ce moment-là, peut-être que la direction SAPA peut dire oui, l'ESSAD est un peu plus cher, mais on sait qu'elles ont une énorme expertise, on va les privilégier. Mais là encore, c'est quand même assez limité et ça dépend toujours de l'ouverture, par exemple, de la direction des finances à ce sujet-là. Quand on va du côté maintenant des gestionnaires ESSAD, nous, ça nous a beaucoup surpris, enfin, prioritairement moi. Je me suis dit, les ESSAD vont pas être d'accord avec cet état de situation-là et vont beaucoup se rebeller en mettant de l'avant leur mission sociale. Et on s'est rendu compte que pas tant que ça. Ou en tout cas, il y a des choses peut-être qui nous manquent dans cette analyse-là, mais bien souvent, les entreprises d'économie sociale, et plus prioritairement leurs gestionnaires, leurs dirigeants, vont plutôt accepter de jouer la compétition, à ce qu'on a pu voir. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas critiqué la situation, mais du colloque qu'on a pu suivre jusqu'aux entrevues qu'on a pu faire, les responsables des SAD vont dire « Ok, j'accepte la compétition, on y va ». Ils mettent de l'avant un discours et un langage très entrepreneurial avec un vocabulaire de type « il faut qu'on gagne le marché, il faut qu'on fasse concurrence aux agences privées ». Alors, en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup surpris. Et ils ont des idées, notamment pour certaines d'entre elles, d'entreprises d'économie sociale, à développer de nouveaux marchés. Ça, c'est toujours dépendant du territoire dans lequel on est. Il y a des territoires où certains misent sur le fait, par exemple, qu'ils ont une clientèle plutôt aisée, donc peut-être essayer de trouver une poche de compte, enfin pas de contrat, mais une poche de marché sur lequel ils pourraient s'asseoir pour ne pas être en concurrence directe avec les agences privées. Donc ça, c'était assez intéressant. D'autres stratégies qui ont été mentionnées, c'est la fusion des ESSAD. Ce qui est intéressant, parce que les ESSAD, encore aujourd'hui, ont une définition locale. Si elles existent a priori, c'est pour donner un service dans un territoire local. Or, certaines ESSAD commencent déjà à se fusionner pour réduire les coûts de gestion. Donc ça, c'est intéressant. On sent que la définition sociale des ESSAD relativement à sa dimension locale tend à se perdre un petit peu. D'autres, enfin, disent qu'il faudrait peut-être miser sur des bons salaires pour asphyxier, c'est quand même un langage assez entrepreneurial, les agences privées, c'est-à-dire faire en sorte que si une agence privée n'est pas encore très développée, on va recruter le maximum de préposés avec des bons salaires. L'agence privée pourra difficilement concurrencer au niveau de la qualité et de l'attraction du personnel les ESSAD. Donc on voit qu'elles acceptent ce type de concurrence-là. Voilà, ça fait un peu le tour de l'état des lieux qu'on a pu entendre. La question qu'on s'est posée après ça, évidemment, c'est qu'est-ce qu'il reste du social? Il n'y a pas de cadre formel qui reconnaît la mission sociale des ESSAD. Il n'y a pas c'est ça, il n'y a pas de cadre reconnu pour leur mission sociale. Il y a un cadre qui reconnaît le fait qu'elles donnent des AVQ et des AVD. Il y a un montant d'argent qui a été donné pour la formation des préposés. Il y a le PEFSAD aussi, le programme d'exonération financière qui vient aider les usagers pour avoir des services provenant des SAD, mais il n'y a pas de reconnaissance de la mission sociale. C'est pour ça que le ministre Barrette a dit très récemment à la radio que les ESSAD sont du privé, point. Pour lui, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de reconnaissance de la philosophie, comme il le mentionne, sociale de ces ESSAD-là. Alors, par contre, ce qu'on considère, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une somme de compromis, de stratégies qui sont mis en place par les gestionnaires d'ESSAD pour pas totalement perdre leur définition sociale. Alors, des stratégies pour rester concurrentielles finalement, mais garder une mission sociale. Par exemple, elle disait, auparavant, on avait de très bons liens avec des partenaires territoriaux locaux comme les centres locaux d'emploi. C'est plus vraiment le cas pour la plupart d'entre eux, mais elles tentent encore de garder des liens informels stratégiques avec des organismes qui soient dans le cadre du CIS ou du SUS ou dans le cadre du territoire. Gestion participative, faire participer les usagers, les préposés à la gestion de l'ESSAD, ça aussi c'est encore à la base de la définition des ESSAD, mais c'est devenu et c'est rendu complexe évidemment aujourd'hui, mais ils essaient de le garder. Pareil pour le volet d'insertion sociale. On essaie de garder une optique de formation, reconnaissance des acquis, grâce à d'autres partenaires extérieurs, mais c'est fragilisé. La considération des besoins locaux, territoriaux, pareil, est fortement quand même réduite. Donc la division qui était à la base critiquée entre l'économique et le social, à la base des ESSAD, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette division-là, tend maintenant à se renforcer malheureusement. Donc, ce qu'il reste du social, c'est vraiment la possibilité des gestionnaires de mettre de l'avant par eux-mêmes
ce qu'ils considèrent être du social, dépendamment de la situation dans laquelle elles sont. Ce qu'on s'est posé comme question, c'est quel parallèle on pouvait faire entre cet état des lieux-là et la situation de celles, parce que c'est principalement des femmes qui travaillent dans les ESSAD. Et donc, se poser la question, qu'est-ce qu'il en est des préposés d'aide à domicile? On a mis en lien, en fait, un peu ces résultats avec un projet qui est en cours actuellement sur le maintien en emploi des préposés aux bénéficiaires. On est allé interroger les préposés et les auxiliaires en santé et services sociaux de toutes les structures dans lesquelles elles pourraient a priori travailler pour les interroger sur le maintien en emploi. Alors là, on vous présente les résultats de ce projet-là, ou une partie des résultats relativement aux préposés qui travaillent en ESSAD. On les a interrogés sur 3 sujets qui nous paraissaient intéressants. Les conditions de travail, les conditions salariales, et ça c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on sait que les ESSAD ont de moins en moins et auront peut-être de moins en moins de moyens pour payer leurs salariés, étant donné qu'elles vont être en concurrence avec les agences privées qui vont jouer évidemment très fort la game monétaire et financière. La valorisation des compétences, la valorisation et la reconnaissance du métier de préposé aussi, et enfin les rapports au travail, c'est-à-dire à quel point peut-être le fait d'être proche d'un gestionnaire immédiat favorise le maintien en emploi de ces préposés-là. Ce qu'on a vu dans l'analyse de nos résultats, c'est que prioritairement, donc, on n'a pas trouvé de grandes différences entre les régions, contrairement à ce qu'on a vu dans le premier projet où on voyait qu'à Montréal, il y avait une game qui était assez intense. Ici, on n'a pas vu de grandes différences relativement au maintien en emploi. Par contre, ce qu'on a vu, c'est ce qui était très clair, c'est que quand on leur demande pourquoi restez-vous en emploi, qu'est-ce qui vous plaît dans les ESSAD, c'est le fait de travailler dans une organisation souple avec un gestionnaire immédiat très proche qui comprend les enjeux qu'on peut vivre. Et ça, c'est quelque chose de significativement important. L'autre chose aussi, c'est le fait d'avoir éventuellement une responsabilité dans le fonctionnement, de fonctionnement de l'ESSAD. Et certains disaient qu'elles avaient beaucoup d'intérêt à participer soit au CE, soit au CA de l'ESSAD, ou avoir n'importe quel type de participation active à l'intérieur de cette entreprise-là. Par contre, les enjeux négatifs, on les connaît bien. Conditions salariales. On sait qu'une préposée d'aide à domicile gagne entre 12 à 15 $ de l'heure. Et 15 $, c'est vraiment peut-être le maximum qu'on a pu voir, ou à peu près, contre 18 à 22 $ pour des auxiliaires en CIS et en SUS. On sait que les ASSS sont des personnels formés qui doivent avoir un DEP. C'est pas le cas forcément pour les préposés d'aide à domicile, mais c'est sûr que le salaire est un enjeu qui revient fréquemment. Le fait d'avoir des heures variables, on n'est jamais tout à fait sûr d'une semaine à l'autre, combien d'heures on va avoir à faire. Et puis le manque d'avantages sociaux, parfois il y en a, mais très très peu, mais souvent il n'y en a pas, malheureusement. Ça, c'est les enjeux majeurs qu'on a pu répertorier quand on a interrogé nos préposés. On s'est posé la question, alors ces préposés-là, est-ce qu'elles vont rester en ESSAD ou est-ce qu'elles souhaitent quitter? Est-ce qu'elles souhaitent partir pour mieux? Ou pour mieux en point de vue salaire, en tout cas. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a une grande complexité des trajectoires. On ne peut pas avoir une réponse définitive par rapport à ça. Ce qu'on entend, c'est un souhait, la majorité d'entre eux évidemment, à avoir un plus grand salaire. Et pour une bonne partie d'entre eux, je ne pourrais pas donner la proportion, il y a un enjeu de salaire majeur qui a des impacts sur leur vie personnelle et leur vie familiale. Ce qu'elles disent, c'est on ne peut pas véritablement aller vers un CIS et un SUS parce que, pour 2 raisons. Premièrement, il faut être formé. Ça veut dire que certainement, il faudra qu'on retourne avoir une formation si on n'en a pas, qui est quand même onéreuse et qui prend du temps. Deuxièmement, si on a un 35 heures semaine dans une ESSAD et qu'on va vouloir travailler dans un CIS et un SUS, il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas avoir un temps complet directement, c'est bien évident. Même un temps partiel, ça peut être compliqué, on risque d'être sur appel un petit moment. Alors ça, c'est un enjeu. Alors elles se disent plutôt rester en ESSAD et on a affaire donc à une trajectoire un peu bloquée. On ne peut pas faire autre chose que ça. On a aussi une partie d'entre elles, de ces préposés qu'on a interrogés, qui ont des trajectoires stables. C'est-à-dire que ça fait des années qu'elles sont en ESSAD, elles n'ont pas un grand salaire, mais ça ne les dérange pas. Par contre, ce qui les sauve, d'une certaine manière, c'est le fait d'avoir un second salaire, évidemment celui du mari, qui permet cet appui financier, qui les permet donc de tenir. Là aussi, on pourrait parler d'une situation un petit peu bloquée pour elles. Elles ne sont pas complètement libres de leur situation, elles sont beaucoup contraintes, même si elles ne le disent pas directement, par cette situation-là. Donc, beaucoup de trajectoires bloquées qu'on a pu répertorier, et c'est un enjeu de maintien en emploi qui nous semblait évident. Si on a quelques recommandations à faire par rapport à ce projet-là, ou à la seconde partie, enfin le second projet, on pourrait dire que ça serait intéressant que ces préposés aient un meilleur salaire pour rester dans les ESSAD, mais on se rend compte que
compte tenu de la game qui est en train de se construire entre les agences privées et les ESSAD, c'est pas vers ce modèle-là qu'on se tourne, loin de là. Au moins peut-être avoir des heures assurées d'AVQ, c'est-à-dire savoir au moins combien d'heures on va faire, et si possible le maximum d'heures dans une ESSAD, et que le CIS et le SUS puissent mentionner à l'ESSAD, voilà le nombre d'heures assurées qu'on peut donner pour être sûr que les préposés sachent quel sera leur salaire dans les semaines qui arrivent. Donc ça, c'est un enjeu aussi majeur pour les sortir de ce qu'on pourrait appeler une disponibilité permanente, qui est un peu la situation actuelle des préposés, être toujours disponible, être toujours flexible. Et ça, c'est un enjeu de conciliation travail-famille qui est assez redoutable. Disponibilité permanente, qui est un terme qui a été mentionné par une collègue, Louise Boivin, qui a travaillé là-dessus. Et ou d'autres stratégies prendre en considération les enjeux individuels et familiaux du maintien en emploi, conciliation travail-famille, mais c'est déjà quand même largement le cas, et si vous vous souvenez, en fait, c'est l'un des points positifs qu'avaient mentionné les préposés quand on leur demandait pourquoi restez-vous en ESSAD. C'était ce point-là, et ça risque de demeurer à mon avis. Enfin, peut-être développer des parcours de mobilité interne. On a vu des préposés d'aide à domicile devenir chefs d'équipe, par exemple, avec un salaire supérieur, mais c'est toujours une minorité qui vont pouvoir bénéficier de ça. Ce qui fait la différence en ESSAD, c'est beaucoup quand même le temps du lien relationnel. Tous les préposés aux bénéficiaires disent on manque de temps pour faire du relationnel. Dans les ESSAD, c'est peut-être l'endroit où on l'a moins entendu, où c'était le moins souffrant d'une certaine manière. Alors il y a un impact crucial du relationnel pour les préposés, même si ce relationnel-là n'est jamais considéré dans la liste de tâches qu'elles ont à réaliser. Quoi qu'il en soit, c'est un peu ça qui fait quand même la différence. La souplesse organisationnelle, je pense qu'on l'a assez mentionné. La concertation facile et aisée avec les gestionnaires, surtout quand il existe ce qu'on pourrait appeler un espace de discussion. La capacité de parler avec un gestionnaire qui va nous écouter, qui a le temps de nous écouter et de comprendre nos enjeux, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment en CIS et en SUS. Notre projet le montre assez bien. Donc ça, c'est des sortes de recommandations. Alors, pour conclure et faire un lien un peu entre ces deux projets-là, on se rend compte que le ministère retire sa responsabilité de promouvoir la mission sociale des ESSAD. Il tend davantage à faire en sorte que les ESSAD soient un candidat aux AVQ, au même titre que les agences privées, et dans ce cadre-là, la mission sociale des ESSAD n'est pas reconnue en tant que telle par le ministère. Dans la liste d'indicateurs pour sélectionner qui seront les organismes qui vont faire les AVQ, on ne retrouve pas cette mission sociale. Est-ce que c'est un modèle terminé? C'est un peu la question qu'on pose en conclusion. Et quelle différence maintenant il peut y avoir donc entre une ESSAD et une agence privée? Ça semble être à peu près le même modèle. Il y a des conséquences de ça pour les personnes âgées. Il y a une sous-traitance des AVQ, des services d'assistance personnelle par les agences privées ou les ESSAD, ce qui veut dire quand même qu'il peut y avoir un enjeu de qualité important à ce titre-là. Et on l'a vu tout à l'heure, la définition de la qualité, c'est toujours quelque chose qui est flou. On n'a jamais trouvé un document qui prouve c'était quoi la qualité, mis à part peut-être effectivement le lien avec la formation du personnel. Deuxième chose, conséquences fortes pour les préposés, mais on le sait, les préposés sont toujours les oubliés de ces transformations-là. Perpétuation d'emplois faiblement payés, ça c'est très clair, alors que les ESSAD avaient comme vocation à créer des emplois de qualité, il va y avoir une perpétuation de ces emplois faiblement payés parce que les ESSAD ne pourront pas payer plus cher, et qu'en plus ces agences privées qui vont valoriser des AVQ faiblement sous-financés, on pourrait dire, ne pourront pas payer beaucoup les préposés qui travailleront dans les agences privées non plus. Peu de structures qui valorisent le métier. Les ESSAD avaient cette vocation de valoriser le métier de préposé, ça sera nécessairement presque plus le cas, sauf si le gestionnaire le souhaite à ses propres frais et à ses propres moyens. Et puis donc, il y a des enjeux de maintien en emploi. Si on se rend compte qu'il y a déjà des enjeux actuellement, il risque d'en avoir par la suite plus. Et ça, c'est un enjeu pour les ESSAD. On sait très bien qu'il y a un enjeu d'attraction des préposés à domicile, des préposés aux bénéficiaires et des auxiliaires actuellement dans le réseau. Et ça risque de perdurer, surtout dans le domaine donc, des ESSAD et des agences privées. Donc, ça fait un peu le tour de la présentation. Merci. Vous m'entendez bien?
Alors, je pense que c'est des enjeux de taille qui ont été identifiés par la recherche de M. Aubry. La pression démographique met une pression financière sur le système de santé qui fait que on choisit, en fait, les orientations ministérielles choisissent la quantité de services qui vont être offerts à la population âgée en perte d'autonomie plutôt que la qualité. Puis là, encore là, c'est une des grandes questions qu'on pose dans la présentation. Qu'est-ce que la qualité? Si on avait une réponse à ça, on serait capable de, dans les choix qu'on fait de dispensateurs de services, tirer un trait. Et c'est ça qui fait partie de nos préoccupations là, des derniers mois et pour les prochaines années. Donc, qualité versus quantité, on est dans cette espèce de dualité-là comme gestionnaire. On parle de mission d'intégration sociale, de créer d'emplois durables comme rôle qui était dévolu aux entreprises d'économie sociale. Et là, ce qu'on voit qui est en train de s'installer, c'est une compétition sans finesse entre le privé qui ont pas ce genre de mission sociale-là, qui sont avec des enjeux de profit plus que d'autres choses. Bien sûr, si on veut durer dans un marché, il faut avoir une certaine qualité de service, mais quand même, on perd cette mission-là. Donc, la qualité, dans le fond, si on avait la possibilité d'offrir de la qualité puis la définir avec un coût, on aurait des services qui répondraient en totalité aux usagers avec une sécurité sur ce qui est offert, comment c'est offert et tout ça. Et la quantité. Mais il y a des clients en perte d'autonomie qui bénéficieraient pas de services puisqu'on a un budget limité. Et là, ce qu'on tente de faire, c'est de s'en aller vers la quantité, ce qu'on en comprend. Donc, un volume plus grand de services à plus de monde, mais avec un questionnement par rapport à ce qu'on est capable d'offrir comme qualité de service. Des gros enjeux, des gros questionnements. Vous parliez de mains liées des gestionnaires. On est dans ces réflexions-là, on attend des orientations, on espère, parce que effectivement, nos partenaires entreprises d'économie sociale sont des joueurs clés avec lesquels on a une assurance qualité. Et là, ce qu'on demande de faire, c'est de faire des appels d'offres qui vont mettre en compétition avec les entreprises privées. Donc, c'est un peu dans ces eaux-là qu'on navigue là en ce moment. Et voilà.